Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez en ce dimanche 23 février 2025. L'émission reçoit aujourd'hui Dr Oumar Cissé, un ancien du Prytanée militaire de Saint-Louis, ingénieur polytechnicien en génie civil, officier de réserve de l'armée sénégalaise, brevet avec un brevet militaire de parachutiste. Il a eu son master en environnement à l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Il a également décroché un doctorat en aménagement à l'université de Montréal au Canada. On peut dire également qu'il a même été inscrit sur la liste d'honneur de cette même université. Il a été directeur des services techniques de la ville de Rufisque, directeur de l'Institut africain de gestion urbaine. Il a enseigné dans plusieurs universités au Canada et également en Égypte, en Suisse et au Sénégal. A publié plusieurs ouvrages aux éditions Cartala sur l'économie des déchets, les inondations, la jeunesse et la violence à Dakar, mais également sur un ouvrage sur le profil du logement ici au Sénégal. On peut ajouter qu'il est consultant international. Il a même travaillé dans la réorganisation des systèmes de gestion des déchets au Rwanda. Il a été conseiller municipal, adjoint au maire de la ville de Rufisque, conseiller spécial, avant d'en devenir le maire depuis 2022. Il a été également honorable député. C'est un CV assez épais, donc vous n'êtes pas tombé du ciel, on peut le dire comme ça, pour devenir maire de la ville de Rufisque. Merci beaucoup, docteur, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci beaucoup, Hassan. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez. C'est vrai que je ne suis pas très fréquent sur les plateaux, mais vraiment, je n'ai pas hésité quand il s'agit de venir vous rencontrer à travers cette émission, dont je salue vraiment la pertinence. Je salue le travail que vous faites de façon très posée, très intelligible et constructive. Donc vraiment, c'est un immense plaisir aujourd'hui de venir ce dimanche et échanger avec vous autour de tous les aspects qui intéressent les Sénégalais et les Russes. Merci pour cette invitation. D'accord, on vous remercie également pour les fleurs que vous nous jetez. Officier de réserve de l'armée sénégalaise, cela voudrait dire quoi? Oui, d'accord, mais vous savez, nous nous sommes sortis quand nous étions des diplômés de l'école polytechnique de Thiès. Dans le passé, à l'école polytechnique, on suivait aussi, à la fin de dernière année, un examen pour être officier. Donc, quand vous êtes admis, c'est même durant ces mêmes années que nous avons fait le brevet de parachutiste. Donc, il y a un nombre de sauts, 3 ou 4, comme ça, qu'il faut faire pour avoir son brevet. Donc, durant ces mêmes années, donc en quatrième année, nous avons fait l'examen. Au-delà de notre circuit d'élèves ingénieurs à l'école polytechnique de Thiès durant les 5 ans, les dernières années, certains, une bonne partie avaient fait l'examen d'officier. Donc, on a été, donc, la dernière année, on était aspirant. Quand on est sorti, on était sous-lieutenant. Maintenant, c'est certains, par exemple, je donne un exemple, certains d'entre nous qui étaient diplômés ont choisi de faire une carrière d'officier actif. Moi, j'ai préféré continuer dans le milieu civil en gardant donc ce statut de réserve. C'est-à-dire que j'ai déjà été donc admis, donc j'ai le grade de sous-lieutenant, mais je n'ai pas continué comme un acteur actif, comme un personnel actif de l'armée. Certains, j'ai eu des amis qui ont poursuivi. Donc c'était une possibilité qu'on avait à l'école polytechnique durant cette dernière année. Donc, et vous êtes également parachutiste. Combien de fois avez-vous sauté? Si ma mémoire est bonne, pour avoir le brevet, il fallait 3 ou 4 sauts, je pense qu'à l'époque. Donc ça veut dire que beaucoup de militaires peuvent faire
faire le brevet. Vous allez voir l'insigne qu'ils portent là, qui symbolise qu'ils ont fait le nombre de sauts requis pour porter le brevet. J'ai fait le nombre de sauts requis, on le faisait à l'époque à Thiaroye. C'était aussi très passionnant. Mais c'était durant nos dernières années où on était à l'école militaire, à l'école polytechnique. Pas à l'école militaire, mais à l'école polytechnique. Même à l'école militaire, il arrive que les anciens enfants de troupes, je ne l'ai pas fait à l'école militaire, c'est beaucoup plus à polytechnique que j'ai fait le brevet. Mais beaucoup d'élèves de l'école militaire le font. Il y a un nombre de sauts qui est obligatoire pour avoir le brevet. Beaucoup de militaires l'ont. Donc les élèves des écoles militaires même, vous allez voir, même les élèves de l'école militaire de santé, ils peuvent l'avoir, les élèves du Prytanée militaire peuvent l'avoir. Mais nous, à l'époque, comme l'école militaire et l'école polytechnique étaient gérées avec une tendance très militaire, on faisait aussi l'examen d'officier de réserve, mais aussi le brevet militaire de parachutisme. D'accord. Entre la vie militaire et la vie civile, donc ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de différences. D'ailleurs, il y a beaucoup d'observateurs qui disent que notre jeunesse doit être... l'armée, là, ça pourrait être intéressante pour elle. Qu'est-ce que vous pensez de la différence? Y a-t-il une grande différence entre militaire et civil? Oui. Pour avoir fait tout mon cycle à l'école militaire, 7 ans, 5 ans à l'école polytechnique, mais oui, il y a beaucoup de différences. Au niveau notre engagement dans le travail, sans retenue, la rigueur aussi, la persévérance, ce ne sont pas des attributs qui ne sont que propres aux militaires, mais nous avons la chance d'avoir été éduqués dans ce cadre-là. Le respect du devoir, la ponctualité, la tenue, le respect des heures, des horaires, la rigueur, le professionnalisme. Bon, tout cela, nous avons appris. Je me disais quelquefois, c'est une bonne question parce que c'est vrai, aujourd'hui, la tendance est de dire comment faire pour que nos jeunes puissent davantage s'inspirer de tous ces attributs qu'on a pu nous inculquer dans les écoles militaires. Oui, je pense qu'il ne s'agit pas, il ne faut pas transformer ces... on n'a pas les moyens de transformer toutes ces écoles en des écoles militaires, je pense que ce n'est pas possible. Par contre, on peut davantage les inculquer certains attributs, certaines pratiques. Je donne un exemple très simple. Moi, je disais, dans une conférence, mais c'est comme si votre question est très actuelle. J'étais invité à, je pense, une conférence, c'est très récent, je disais que quand on était jeunes de l'école militaire, on nous a pas... Si nous étions de bons citoyens, ce n'est pas parce qu'on nous a donné des cours sur le civisme ou quoi que ce soit. Je dis, on nous avait mis dans des conditions pour être disciplinés. On nettoyait nos douches, on balayait nos écoles, on faisait la vaisselle, on faisait le linge, on faisait nos lits. Donc, je me dis, si on veut davantage pousser les jeunes vers cette prise en charge individuelle, ce respect, et ainsi de suite, il faut quand même souvent, par exemple, souvent à l'ouverture des classes, on veut désherber les écoles. Mais je dis, mais pourquoi les élèves qui vont dans ces écoles-là ne vont pas désherber les mêmes écoles? Moi, je dis que le civisme, ça se construit. Ce n'est pas des cours qu'on prend pour le civisme. Mais la discipline, il faut qu'on nous l'inculque. Très bien. Donc, je me dis qu'il y a des attributs qu'on peut bien inculquer à nos jeunes dans le milieu scolaire, au-delà de l'enseignement. Voilà, c'est parfait. C'était une parenthèse, mais parenthèse essentielle. Vous êtes aujourd'hui le maire de la ville de Rufisque. Auparavant, on a connu de grands maires de Rufisque, Maître Mbaye Jacques Diop, Mamadou Korafal, qui étaient des figures importantes également sur le plan national. Pourquoi aujourd'hui, le maire de la ville de Rufisque, il passe incognito, inaperçu, on ne le voit pas? Qu'est-ce qui a changé? Oui, parce que peut-être ce qui a beaucoup changé, c'est... Certains disent que je suis plus un technicien qu'un politicien. Moi, je suis beaucoup plus venu en politique pour ma ville. Vous savez, vous avez dit tantôt que j'ai été directeur des services techniques de cette ville.
en 87, avec l'ancien maire Mbaye Jacques Diop. J'étais directeur de cette ville, directeur des services techniques. Donc j'étais un ingénieur recruté par la communauté urbaine de Dakar, à l'époque de Mamadou Diop, affecté à Rufisque comme directeur des services techniques. Quand tu vois certaines personnes, ils disent non, Omar ne fait pas la politique. Au fait, moi, si je pouvais faire ma ville sans faire de la politique, je ferais ma ville sans faire de la politique. Tu as un peu décliné mon identité. On peut même se poser des questions, qu'est-ce qu'il fait en politique? Mais la politique, je suis obtenu de la faire pour me rapprocher de la prise de décision, pour changer les choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui va beaucoup changer, je ne suis pas de cette... Je ne me caractérisais pas comme un politicien. Je me caractérise bien sûr comme un homme politique, en ce sens que je veux changer la cité. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il y a beaucoup d'historiens qui racontent que Rufisque viendrait de Rio Fresco, la rivière fraîche. La question qu'on peut vous poser, est-ce que la rivière est toujours fraîche? Elle est encore fraîche. Elle est encore fraîche. Elle est encore fraîche. Oui, je dis que c'est au XVIe siècle, c'est un comptoir portugais. Moi, j'étais à l'école militaire, je traduisais ça en allemand, je disais « der frische Fuß ». Bon, c'est pour certains voir un peu cette ambition que j'ai depuis de longues années pour changer l'image de la ville. Oui, le Rufisque connaît des difficultés, et depuis de longues années, on y reviendra. Il faut se dire que le Rufisque a été, pendant de longues années, vraiment, je pense que le centre d'affaires, le centre économique, le centre politique du Sénégal. On peut dater peut-être dans les années 1920, où le processus de déclin a été entamé. 1920. Pourquoi? Vous savez, si vous allez, ceux qui ont fait le Rufisque, voyez la connexion qu'il y avait à l'époque entre la gare et le port de Rufisque, qui est un peu aux environs de Kérikola, là où se trouve le port. Ouais. Notre port était... Vous savez, le port de Dakar a pris son envol d'import-export, c'était autour des années 1928. Ouais. Mais donc, entre la tranche 1920 et 1928, c'est comme si on était en train de fêter le centenaire du déclin. Qu'est-ce qui explique ce déclin? D'abord, la question économique, parce que autour des années, quand notre port a perdu de son attrait au détriment de celui de Dakar autour des années 1928, quand le port de Kaolack est né, quand le centre de commerce a été transféré à Thiès, donc toutes ces situations donc d'abord économiques, vous voyez, quand notre port était très puissant, c'était dans le plein boom de l'économie arachidière. Si vous avez des images de Rufisque dans le passé, quand on montrait la connexion entre la voie ferrée et le port, où on chargeait des cargaisons d'arachides en direction de... Vous voyez les grands entrepôts que vous voyez là-bas, beaucoup au niveau de l'économie arachidière, tous les hangars qui sont derrière. Donc, quand cette possibilité, cette opportunité à travers le port a été presque éteinte, la ville a commencé à avoir d'énormes difficultés. Donc on peut dater ça autour de 1928. Donc c'est dans cette décennie 1920-1930 que la ville a commencé vraiment à opérer un déclin majeur. Donc on peut dire grandeur et décadence. Oui, grandeur et décadence. C'est une période d'avant qui était florissante du fait de l'économie, notamment arachidière, de l'activité du port, l'activité de la gare, bien sûr, qui faisait aussi que politiquement, le Rufisque était très présent. On avait aussi on était très présent sur la prise de décision au niveau du Sénégal. Je vous donne des exemples. Quand vous voyez que les premières écoles, pas les premières écoles, mais beaucoup d'écoles, on parle de l'ancienne école normale des jeunes filles, l'ancienne école des garçons, la grande mosquée. William Ponty même. Oui, la grande mosquée, autour de 1840. Donc il y avait quand même, au-delà de ça, une grande présence de la ville au niveau du culte religieux, au niveau de la politique. Vous avez rappelé toute cette histoire historique de grands hommes politiques au niveau du Rufisque. Oui, Baba Kandja, Aline Badara Mbengue,
tout cela, Ngalandou Diouf, ainsi de suite, Ousmane Sissé Diop. Bon, c'est cette tradition vraiment politique de grandes envergures avec une prégnance au niveau national. Donc, tout cela, donc, à partir de... Donc, on peut dire que bon, c'est vrai que tous ces hommes politiques que je décline sont beaucoup plus sont venus beaucoup plus dans la phase où la ville a commencé à décliner du fait de la perte de son attrait sur le plan économique. Donc, il y a également Maurice Gueye. Maurice Gueye, oui, qui a été un maire qui a le plus duré dans la ville. Très bien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les colons se sont mieux occupés de Rufisque que les Sénégalais ou les autochtones aujourd'hui? Est-ce que les colons aimaient davantage Rufisque que nous-mêmes? Je ne saurais le dire parce que peut-être que vous faites allusion au fait que quand les colons avaient fait de Rufisque un instrument pour eux, ce n'était pas pour nous. Le vieux Rufisque, d'accord, quand tu vois comment le vieux Rufisque est, bien sûr. Mais il y avait le cadre de vie au moins. Oui, il y avait le cadre de vie, il y avait les infrastructures, il y avait un ensemble d'attraits. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez les deux canaux qui bordaient la ville à l'époque, le canal Est-Ouest, oui, vous voyez, tout était, oui, c'était un cadre très étroit, mais c'est parce que, c'était un pont, c'était une étape essentielle dans l'exportation du charbon d'arachide, dans la domination coloniale, et ainsi de suite. Parce que c'est un centre aussi colonial qui fait que, donc, bon, forcément, là, qu'est-ce qu'il y avait dans ces habitations au niveau du vieux Rufisque? Mais il y a beaucoup de colons, il y a beaucoup de personnes dans toutes les infrastructures au niveau du ville. Il y a beaucoup d'Européens qui étaient là-bas, des gens qui venaient de la métropole. Donc, ils ont créé un cadre qui était propice à leur épanouissement, à leur activité. C'est vrai, mais par contre, qu'après, Rufisque a été plus politique et politicienne que vraiment un centre qu'il fallait. Je donne un exemple. En 1975, avec l'ancien Premier ministre Abdou Diouf, l'État a été obligé d'organiser un conseil interministériel pour rénover Rufisque. Ça veut dire donc, s'il faut organiser un conseil en 1975 pour rénover Rufisque, autour des problématiques d'assainissement, de voirie, d'extension urbaine anarchique sur les infrastructures. Donc ça veut dire que, oui, donc c'est sûrement depuis 25 ans, 30 ans, cette ville était en train de décliner. Donc, je ne pense pas que c'est pourquoi, c'est ça qui explique davantage qu'un maire actuel de la ville de Rufisque doit avoir une posture plus technique que politicienne. Est-ce que l'État central actuel a des idées pour Rufisque? Est-ce que vous sentez ça? Je vais donner des exemples. Moi, je suis un ingénieur, j'aime bien être concret. Avant que les nouvelles autorités viennent, on me voyait tout le temps faire à l'Assemblée les plaidoyers sur Rufisque. Il m'arrivait même de caractériser Rufisque comme la ville des chantiers inachevés de l'État. Ah oui, et là, ce n'était pas de façon politicienne que je le faisais. J'étais là, je connais les chantiers, je connais les projets qui sont importants. Le projet d'assainissement des 10 villes, il est terminé partout, sauf à Rufisque. Il y avait le projet de l'aménagement du boulevard à l'arrêt, la couverture des canaux à l'arrêt, l'hippodrome abandonné, le projet du canal. Il y avait une constellation d'initiatives qui n'ont jamais abouti dans la ville. C'est pourquoi c'est le lieu aussi de féliciter les nouvelles autorités, parce que quand même, on a repris deux projets essentiels. C'est l'aménagement du boulevard Maurice Gueye. Vous savez, je reviendrai tantôt, vous avez parlé de Maurice Gueye. Et la couverture du canal de l'Ouest. Ça, c'est sur le visage de la ville. Le PDUD, qui est notre table de bord, nous, en tant qu'équipe municipale. Ça veut dire quoi? Le plan de développement urbain durable de la ville de Horizon 2035, qui est notre table de bord, nous. dont on a voté le PAP à notre arrivée. Mais il faisait de ces projets comme le boulevard Maurice Gueye. Pourquoi le boulevard? Comme la couverture des canaux. Tout cela qui font partie de ce qu'on mettait dans le diagnostic de Rufisque autour du Conseil interministériel de rénovation, donc sur les questions d'assainissement, des enjeux essentiels. Donc quand
ces initiatives sont à l'arrêt pendant plusieurs mois et qu'on les reprenne il y a moins de 2 mois, ah oui, je trouve que... Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'État central qui a identifié ça à l'époque. Je vous disais que même en 2011, quand je commençais quand j'amplifiais mon activité politique au nom de Vision Rufisque, le protocole qu'on avait signé avec le président Macky Sall à l'époque, c'était un protocole de modernisation et qui pointait ces infrastructures-là. Donc, qui sont donc émanation des demandes des populations. Oui, Rufisque a été longtemps à l'abandon, selon moi, ignoré, selon moi, avec des infrastructures en déliquescence, avec une extension urbaine non maîtrisée, une ville attaquée par les régions côtières, avec toutes les caractéristiques des maux des villes. Oui, ça, on le dit. Il y a eu un moment, il y a eu des initiatives, elles n'ont pas abouti. Et on m'a entendu tout le temps faire le plaidoyer à ce niveau-là. C'est pourquoi je dis, oui, aujourd'hui, par le fait que l'État central enclenche 2 grandes initiatives d'une extrême importance pour la ville, j'ai un grand espoir. J'y ajouterai des choses qu'il faut compléter, il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord, très bien. À côté de Rufisque, il y a Diamniadio, où on voit un pôle urbain, une nouvelle ville, sortir de terre. Est-ce que vous ne vous dites pas, Diamniadio est à côté de nous, quand on y érige une nouvelle ville, ça peut être ou ressembler au coup de grâce pour Rufisque? Est-ce que vous intériorisez ces choses-là? Pourquoi je le considérais comme tel, non pas de façon naturelle, mais dans les faits. Je donne un exemple. Je disais une fois à l'Assemblée, parmi les réalisations de l'ancienne équipe, vous avez sur un département qui s'appelle Rufisque, 60% presque du territoire de la région de Dakar. Vous avez investi pendant de longues années sur 20 km². Sur 20 km². Ce département fait 550 km². Cette région fait 550 km². Les 60%, 360 km², vous avez choisi d'investir sur 20 km². C'est pourquoi je disais à l'ancien président Macky Sall, mais donc qu'il emporte son PSC avec lui. Si le PSC, ce que nous en avons, nous, au niveau du département du Fils, c'est des investissements sur 20 km² qu'il emporte. Mais je dis même, ils ont manqué une occasion. Vous savez, à côté d'une ville moderne, on peut avoir une ville d'histoire et de culture. Vas-y en Europe, en Amérique, les villes, si tu vas à Marseille, tu as le vieux Marseille, à Paris, tu as le vieux Paris, à Montréal, tu as le vieux Montréal, à Québec, tu as le vieux... C'est normal. La vieille ville peut avoir des attraits extraordinaires, son patrimoine peut être valorisé. Ce n'est pas pour rien que la vision que nous avons du Rufisque, c'est une ville au patrimoine valorisé dans un cadre de vie résilient et dans un cadre de vie sain. Ça traduit tout ce qu'on souhaite de cette ville-là. C'était possible. En même temps d'investir sur Diamniadio, d'investir sur cette ville d'histoire et de culture. Depuis combien d'années on parle du patrimoine du vieux Rufisque? De faire aboutir ces chantiers. Hélas, on a raté une très, très grande opportunité. C'est ça qui nous permet d'insister pour que Rufisque a un attrait. Si tu vas, à part le centre-ville de Dakar, la ville de Rufisque a la seconde plus grande polarité urbaine. Si vous allez au vieux Rufisque, vous allez voir que tout le département vient. D'accord. Donc ça veut dire qu'on aurait dû valoriser ce patrimoine, régler la question de l'assainissement, c'est possible, régler définitivement la question de l'érosion côtière, c'est possible, contrôler l'extension urbaine, tout ça c'est possible. Tout ça c'est possible. C'est ça. Vous avez mis également en place un mouvement citoyen qui vous a porté, entre autres, à la tête de Rufisque. C'est le mot vision qui m'a interpellé, parce que je ne savais pas qu'il y avait encore des acteurs publics ou des hommes politiques qui aient une vision ici au Sénégal, parce que c'est une denrée rare. Avez-vous vraiment une vision, et notamment pour votre ville? Mais c'est une bonne question. Vision Rufisque, on l'a créée en 2005. Ça fait 20 ans. Quand je suis rentré du Canada, quand
suis constaté avec une période où on parlait de projet tel, projet tel, projet tel. Je dis, mais wow. Oui, mais projet c'est bien, mais projet inscrit dans quoi? Il faut d'abord formuler une vision que nous partageons nous tous. Quel est le futur que nous voulons voir devenir cette ville comme Rufisque? Sans vision, je ne sais même pas qu'est-ce que vous allez faire. Comme on dit, hein, tu peux avoir des projets. Bon, donc, pour faire l'analogie en Wolof, je dis, mais il faut que du gaz, il faut que du soul, mais à la fin de la journée, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Tu peux avoir des projets pour creuser des trous, d'autres projets pour combler les trous. Au finish, il y a quoi? La vision, elle est essentielle. C'est une vision à long terme, bien sûr. On se dit, qu'est-ce que nous voulons tous ensemble que cette ville soit dans 25 ans, dans 20 ans? C'est après qu'on se dit, comment décliner ça en une stratégie? Comment décliner la stratégie en moyen terme en des actions et projets? Parce que le projet, il doit être aligné à une vision. C'est pourquoi il ne faut pas que les gens simplifient. La question de la vision, elle est essentielle. C'est ça. Et en fait, je ne vous coupe pas la question. Qu'est-ce que vous voulez faire de Rufisque d'ici 2035? Mais c'est pourquoi je vous parlais du plan. Vous savez, ce qu'on a fait est majeur. Quand on a dit le plan de développement urbain durable de la ville de Rufisque, horizon 2035, je n'étais pas maire. Mais durant les assises qui ont mis en place ce plan, j'étais le président du comité scientifique. Et quand nous sommes venus, nous, comme maire, on l'a pris aussi comme référentiel. Vous savez quelle est la vision? Rufisque, une ville résiliente au patrimoine, valorisée dans un cadre de vie sain. Décortiquons un peu cette vision-là. Ce sont des jolis mots. Non, en plus d'être jolis, ils sont très pertinents. Décortiquons-les un peu. Résilient. On a parlé de la question de l'érosion côtière. On a même parlé du choc économique de cette perte d'attrait pour Rufisque avec les chômages donc la question de la résilience au plan social et climatique, elle est essentielle. Vous avez parlé du patrimoine, mais on a dit donc au patrimoine valorisé. Pas uniquement protégé, aménagé, mais valorisé. Ça veut dire qu'on ne se fiche pas dans le temps. Dans un cadre de vie sain. Qu'est-ce que c'est un cadre de vie sain? La question de l'assainissement. Elle est essentielle, elle est même dans la question des extensions urbaines. Donc, la locomotive, ce qui doit nous drainer, c'est la vision. C'est la vision dans laquelle on est en train de travailler et qui a permis que ce PDUD, entre 2016 et 2020, ait été décliné en 99 actions, montant total 95 milliards. Quand nous sommes venus, on n'a pas changé ça. On n'a fait que formuler le plan d'action 2022-2026. 118 actions, 73 milliards. Et vous allez voir, quand vous lisez ces actions, certaines sont très simples, c'est des actions institutionnelles. Certaines, c'est des actions qui vont peut-être coûter 20 millions. Certaines actions vont coûter plusieurs milliards, comme le boulevard, comme le canal de l'Ouest. Mais tout est cohérent. Ces actions, ces projets doivent concourir pour nous cheminer vers la matérialisation de cette vision. Regardez, ramenons ça à l'échelle nationale. Aujourd'hui, quelle est la vision des nouvelles autorités par rapport au Sénégal? Le Sénégal, en 2050, une nation souveraine, juste et prospère. Mais souvent, on oublie. Certains n'y agitent pas. Et ancrés dans de fortes valeurs. C'est essentiel. Ils ont oublié quelque chose. Non, je veux dire, ils l'ont mis. Mais ceux qui parlent de la vision ne parlent que de ça. Quand tu vois le contrat qu'on a fait, les gens se disent une nation juste, une nation souveraine, juste, prospère, en 2050. Mais ils ont aussi ajouté ancré dans des valeurs fortes. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qui peut permettre de transférer, de faire que la jeunesse dans les écoles puisse s'approprier certaines valeurs dans les écoles militaires? D'accord, très bien. Ouais. Ça veut dire que la notion de valeur est essentielle. Non, c'est important, etc. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. C'est pour cette raison que j'ai tendance à vous couper un peu. Mais vous avez parlé du patrimoine. Immobilier de Rufisque ancien. Quel est aujourd'hui, est-ce que vous l'avez recensé d'ailleurs? Quel est son statut? À qui appartiennent ces vieilles bâtisses qu'on traverse quand on se promène dans Rufisque intramuros? À plusieurs acteurs. À la ville, à certaines familles, à l'État,
à même l'ancienne poste, donc à plusieurs entités. Ce patrimoine, il est ouvert à même la communauté. Parce que quand tu prends la grande mosquée de Keur Youssouf, c'est un patrimoine réel. Ça appartient à tout le monde. Ça a été recensé? Ah oui, c'est recensé. Mais on pensait qu'aujourd'hui, le processus de classement de Rufisque aurait été derrière nous. Mais ce patrimoine, à certains endroits, il s'est beaucoup affaissé, dégradé. J'ai parlé tantôt de ces écoles-là, ces écoles historiques, l'école des garçons, l'école normale des jeunes filles. J'ai parlé tantôt de l'hippodrome Tambakha, et ainsi de suite. Il y a vraiment, vous avez raison, tous les grands hangars derrière à côté du marché, certains nous appartiennent, certains ont été, par, je ne sais pas quel mécanisme, de possession par des privés qui ont fait les acquisitions, certains appartiennent à l'ancienne poste. Vous savez, quand vous êtes, il y a certains qui sont en train d'avoir une autre vie. Je donne un exemple, on a un de ces hangars qui appartient à la ville, le titre foncier de 210, 1000 m², parce qu'à peu près 936 m². On a un projet d'école du métier avec la coopération chinoise et même des partenaires autour de ça. C'est pour dire que c'est ça qu'on appelle valoriser. Ce n'est pas dans le sens contemplatif du patrimoine. D'accord. Est-ce que vous avez idée du nombre? Le recensement a été fait. Il se dégrade au fur et à mesure. Du nombre, vous n'avez pas... Pas exactement. Ah, ok, pas exactement. Très bien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut... Parce que dans le temps aussi, Rufisque portait un autre nom, le Petit Paris d'Afrique de l'Ouest. Ça, ce sont des temps anciens. Est-ce qu'on peut, on peut attendre de vous que vous opériez une sorte de remontada, de reconquista, et que Rufisque reprenne sa place sur l'échiquier national? Mais Hassan, c'est en cours. Je disais que dans peu de temps, les gens viendront à Rufisque voir comment la ville a pu opérer sa mue. Regarde la ville. On a essayé assez vite sur certains chantiers qui sont en cours, même si certains sont portés par l'État. Regarde le boulevard. C'est 3,5 km. L'emprise peut dépasser 30 km. C'est plus qu'un boulevard. Vous avez la question des eaux pluviales du centre-ville. On ne saura jamais l'adresser si on ne prend pas en charge aussi la question du boulevard. Je donne cet aspect-là. 3,5 km. C'est la vitrine, quoi. C'est la vitrine. Je n'ai pas le devoir même d'annoncer tous les projets privés qui sont en train de faire. Les promoteurs le feront. Dans l'histoire, quand on parle de Rufisque, les deux grands canaux dont on parlait, c'était le canal de l'Est et le canal de l'Ouest. Le canal de l'Est est censé devenir le canal central depuis presque 10 ans. Le chantier à l'achèvement, il ne reste que 200 mètres. Moi, je suis presque sûr qu'avec l'appui des nouvelles autorités, on peut terminer ce canal central. Moi, en tant que ville, nous sommes allés régler la question de l'existoire au niveau du canal. Le travail immense qui est en train d'être fait sur le canal de l'Ouest, sur 1 km, 900 mètres. Donc, ça n'a pas de sens. Regarde le travail qu'on est en train de faire, nous. On a repris le jardin public, sur le bourg. Jusqu'au moins de taille. Même la statue, on l'a fait sortir là où il devait être. On parlait du poil noir là, de 1926. Regarde, même respecter même les couleurs, et ainsi de suite. Voilà. On est en train de reprendre l'hôtel de ville. On est mercredi prochain, j'espère que vous serez là-bas, on va aussi inaugurer l'ancienne place Gabard. On est en train de construire avec l'appui de Nantes, la maison des arts. Mais j'y ajoute, aujourd'hui, ce qui s'est passé l'année passée, quand même, on a eu une perte de ressources extrêmement importante de la ville, du fait de la question de la selle. La réforme de 2019 là, qui a fait la contribution économique locale. Qui a fait, cette réforme de 2019 qui était, pour moi, qui est inopportune, qui a fait qu'au bout de 4 ans, notre selle VA a disparu et que cette année, j'étais obligé de redimensionner le budget de la ville qui a quitté 6 milliards pour aller à 4 milliards, une part de 2 milliards. Mais je ne me demande pas, je dis que... mais au-delà de ça, je vais essayer, pour montrer que cette ville va se transformer. Ce que je viens de citer là, sur lesquels j'ai fait un immense plaidoyer pendant 20 ans, presque au moins 20 ans. Mais au-delà de ça, je vous disais que, regarde notre action sur l'éclairage public. Sur toutes les grandes acteurs et qui démarrent, qui s'amplifient dans les quartiers. On a initié 2 grands programmes
presque qui sont révolutionnaires. Je parle du PASIC. Le PASIC, c'est le programme d'appui pour le suivi des initiatives communautaires. Il y a des dizaines de jours, vous avez vu, peut-être à travers les médias, des milliers de personnes venir au jardin public pour faire le forum sur le PASIC. Le PASIC, vous savez, c'est quoi? Je disais que même si on prenait 1 milliard par année, si on supprime tout, on prend 1 milliard, on met ça dans un compte pour le PASIC, à lui seul, il peut transformer les quartiers, les 116 quartiers de la ville de Rufisque. Parce que c'est quoi? Le PASIC, c'est le programme d'appui et de suivi des initiatives communautaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une ville, il y a 3 composantes. Il y a les communautés, il y a les maires, mais il y a aussi l'État. Aucun de ces acteurs ne doit être en reste. Et ici, les populations très tôt se sont investies sur des questions d'assainissement, de pavage, d'embellissement. Et de l'autre côté, les femmes sont investies sur des questions d'économie locale. Qu'est-ce que le PASIC fait pour les accompagner? Et je dis, il n'existe nulle part. C'est quelque chose de révolutionnaire. D'accord. J'ajoute un autre programme qui me tient beaucoup à cœur. Le PALM. C'est le PALM. Ouais. C'est sur l'assainissement. C'est sur l'assainissement. Ouais. En fait, vous l'avez brossé tout à l'heure. Ah, mais il est extrêmement important. L'assainissement, on lui dira que ce n'est pas une compétence transférée. Et nous, on a dit c'est notre compétence. Pourquoi on a dit c'est notre compétence? Quand nous sommes installés, on a fait 2 ans pour le concevoir. Parce que l'assainissement, c'est une question très sérieuse, très complexe. On a fait 2 ans pour le concevoir et le tester. Moi, je l'ai testé quand j'ai fait régler la question du drainage sur Athiolène-Pouyen. Quand avec les communautés, à travers le PASIC, on a fait l'assainissement des eaux usées au niveau d'un quartier d'Arokhoudos à Diokoul. Quand on a refait les rigoles d'Ademolo, le canal du marché. Quand on a fait aussi une intervention au niveau d'Arokhman. Ça nous a permis, pendant 2 ans, de tester le PALM. Le PALM, c'est le programme d'assainissement liquide municipal 2024-2028. 6 milliards 488, 2 composantes essentielles. 3 même. La troisième, elle est essentielle. Sur l'assainissement communautaire, je disais tantôt que les populations ne sont pas restées inactives. Elles tentent des choses pour faire face à cette problématique. Donc nous allons accompagner l'assainissement communautaire, nous allons la rendre plus performante, nous allons éviter que les eaux noires soient mélangées aux eaux grises. Les eaux grises en assainissement, c'est les eaux de bain, c'est les eaux de lessive, qui sont les plus importantes en termes de quantité. Mais les eaux noires, qui sont les zones des fosses septiques, elles sont les plus toxiques. Donc nous encadrons, nous sommes en train de... Donc c'est un volet extrêmement important en matière d'assainissement communautaire. Ouais. Le second volet, l'assainissement, je disais que ce n'est pas une compétence transférée parce qu'il y a des tailles d'investissement sur les ouvrages primaires qui sont colossales. Sur le second volet, nous intervenons sur les ouvrages secondaires, étant entendu que l'État fait le primaire. Vous savez, l'assainissement, c'est hiérarchique, c'est une structuration, c'est une imbrication. Depuis le ménage dans sa maison jusqu'à l'exutoire. Pour cela, tu passes dans des trucs tertiaires, secondaires et primaires. Moi, je me suis dit, oui, je peux laisser à l'État le primaire, les grands canaux comme le canal de l'Ouest, de plusieurs milliards, le canal central, plusieurs milliards, le programme d'assainissement de la station d'épuration. Mais moi, je peux faire le maillon intermédiaire qui est le secondaire. Et j'accompagne les communautés dans l'assainissement communautaire. Mais mon Dieu, c'est une initiative qui, et je le souhaite, et je le pense aussi, que l'État va se remettre à l'endroit dans le cadre du fisc. Ouais. Si nous accompagnons les communautés dans l'assainissement communautaire, nous prenons en charge l'assainissement secondaire, l'État rectifie le volet primaire, oui. Nous allons avoir une valeur ajoutée extraordinaire au niveau de l'assainissement. Vous avez beaucoup d'initiatives, beaucoup de programmes, mais vous êtes désargenté. Vous l'avez dit, vos ressources se sont fondues comme beurre au soleil. Vous escomptez un peu ou vous comptez un peu sur l'État qui est également frappé d'impécuniosité. Ça risque d'être compliqué pour vous. Je ne sais pas. Le secteur privé également, on ne le sent pas dans les collectivités territoriales. Comment vous allez vous en sortir? Oui, c'est une très bonne question. Moi, on va s'en sortir de 3 manières.
Oui, nous sommes sans argent, mais nous sommes en train devant un plaidoyer très réfléchi. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons la même opinion que le ministère en charge des cultures sur la situation de Rufisque par rapport aux ressources. Nous avons trouvé un accord avec eux autour de ça. Donc nous attendons la traduction concrète. Sur la traduction concrète, sur les manques à gagner que nous avons perdus dans le cadre de la SEL et sur l'accompagnement par rapport notamment au foncier bâti. Donc aujourd'hui, au moins, nous avons cette conjonction de vues avec les autorités à travers le ministère des collectivités. Autre aspect, j'ai parlé tantôt du PASIC. Je donne un exemple de ce que le PASIC fait. Ici, on n'a pas trop valorisé les initiatives communautaires. Je vais avec une organisation communautaire qui s'appelle le CODEL, dans l'un des plus grands quartiers de la ville, Guimuri. Et on s'attaque à l'assainissement d'un quartier comme Darou Khodos. Nous, on sort 10 millions ou 15 millions, l'encadrement technique, quelques logistiques en matérialité. Ce que mobilise le quartier, à travers des contributions directes, l'utilisation de la main-d'œuvre locale, à travers des appuis, c'est presque 3 fois ce qu'on mobilise. Donc, pour réaliser cela. Un autre exemple, le plus récent, vous avez vu à Diokoul, des populations réaliser un pont sur l'encadrement technique de la ville. Quand on vous sort de façon naturelle combien coûterait ce pont-là, on dit un ponton, 25 millions. La ville a amené quoi? 5 millions, mais aussi l'accompagnement technique, les ingénieurs, la logistique, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une façon. Le PASIC est une révolution. J'aimerais bien qu'on aille documenter. C'est une révolution qui permet de valoriser. C'est même le statut suprême de la citoyenneté qui permet de valoriser toutes ces potentialités au niveau local. Mais ça, c'est un second aspect. Mais il y a aussi un autre aspect. On n'est pas aujourd'hui. Regarde je donne certaines infrastructures qu'on est en train de réaliser. Les jardins publics, j'en parlais tantôt, mais on a eu l'appui aussi de la ville de Dakhla, au Maroc. La maison des arts qu'on est en train de finir et qu'on va lancer dans son pot, on a eu l'appui de la coopération nantaise. Je parlais de l'école de métier qu'on est en train de concevoir sur la valorisation d'un hangar que nous avons, mais en partenariat avec la ville de Jiaxuan en Chine. C'est vous dire que la coopération décentralisée, c'est comme ça que nous comptons l'utiliser. Vous avez parlé du secteur privé. Oui, vous avez suivi dans le passé quelques passes d'arbres que le maire de la ville avait avec l'ancien général de la Sococim. Depuis 1 an et demi, depuis 1 an, nous travaillons avec la Sococim sur une autre façon de faire. Nous sommes en train de construire une convention pluriannuelle autour du développement durable de la ville de Rufisque, de façon très inclusive. Parce que je me suis dit, mais il faut sortir des chantiers boutiques. D'accord. Et cela, la semaine passée, on a déjà le projet de thème de référence que la Sococim nous a envoyé. C'est pour faire quoi? C'est pour mobiliser, par exemple, 300 millions de la ville, 700 millions de la Sococim, 1 milliard par année, pendant 5 ans. Pour adresser quoi? Pour faciliter la mise en œuvre du PAN. Pour restructurer, pour travailler sur la voirie. Donc, vous cherchez les voies que nous sommes en train de développer pour sortir de cette situation de ressources affaiblies. Voilà un ensemble de voies qu'on est en train de développer. Donc, inéluctablement, dans 2 ans, il n'y a pas de doute. La ville D'accord, vous êtes optimiste. Il nous reste une dizaine de minutes. On va faire vite. Vous avez parlé de la Sococim. Est-ce que la cimenterie peut continuer à rester à Rufisque ou à Bargny, je ne sais pas, etc. Est-ce que la Sococim doit être dépaysée ou délocalisée? Non, je pense que c'est pas ça. Vous ne voulez pas... Non, c'est pas nécessaire. À cause de... Non, pas tellement ça, parce que ça fait 75 ans qu'il est à Rufisque. Mais la pollution, qui rend malade les habitants. Quand même, il faut être très honnête. Bien sûr, moi j'ai crié sur la pollution il y a 15 ans, 20 ans. Mais toute une pollution. Mais aujourd'hui, les systèmes de filtre, la technologie qu'elle utilise est quand même moins désuète que... Mais quand on passe, monsieur le maire, quand on passe à Rufisque par la nationale, on voit que mais tu sais, la pollution, mais elle est à un niveau inouï. Non, faisons attention. La pollution atmosphérique, elle s'accumule. Je dis... Non, c'est la poussière. C'est la poussière. Ce sont les substances de la cimenterie. D'accord, mais je veux dire que
Les arbres ne poussent plus. Mais ce qu'il faut faire, Hein? non, ce qu'il faut faire, c'est davantage, c'est pas de l'occasion, c'est davantage accompagner, insister pour que la sécurité mette les technologies les plus performantes en matière de filtre. Tout ça, ça se règle. Vous allez voir certaines industries dans d'autres pays, mais vous voyez aucune pollution dans les environs. C'est très possible, je suis en environnement. Vous ne voulez pas perdre un contributeur C'est au-delà de ça. Mais la santé de la population n'a pas de prix. Hassan, je dis, quand vous lisez mes textes sur la Sococim, tous les conflits qu'on a vus, il faut oser le dire, ils ont fait énormément d'efforts sur la rétention des polluants atmosphériques. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus parce que c'est des maladies pulmonaires, ainsi de suite. Je suis d'accord par rapport à ça. Mais je dis, c'est possible d'avoir les meilleurs instruments de rétention des polluants atmosphériques et ils ont fait énormément d'efforts par rapport à ça. Par contre, quand je disais qu'au-delà de ça, maintenant, je dis, moi je ne parle pas de RSE de façon cosmétique. Pourquoi on veut aller vers une convention très claire et qui comprend même du monitoring de la pollution d'air? Pourquoi on veut aller vers ces enjeux-là? C'est pour éviter qu'on se dise, oui, bon, n'importe qui fait quoi. Non, non. On veut qu'elle mette, parce que le devenir de la ville lui incombe aussi. Ça fait 75 ans qu'elle est là-bas. Oui, d'accord. Je ne sais pas si j'ai rappelé que nous recevons docteur Omar Cissé dans cette émission, parce que c'est important de rappeler, surtout pour les auditeurs à la radio. Vous avez parlé tout à l'heure de l'espace Gabar. Il y a des avenues également qui sont du nom de Foch, etc. En tout cas, d'anciens colons, oui, etc. Il y avait un vent de débaptisation ou de déchéance de rue, etc. Est-ce que vous avez ces projets-là? Oui. Tu as parlé de... Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus Place Gabar, ça s'appelle Place Alégué Diop qu'on va baptiser, et ainsi de suite. Ah oui, quand vous venez dans le centre-ville de Rufisque, tous ces noms-là, il y a un immense projet pour un peu pas pour nationaliser les noms, mais c'est pour les rendre conformes à la situation actuelle, parce qu'il y a beaucoup de dignes fils de Rufisque qui ont fait beaucoup de choses pour cette ville. Oui, il y a beaucoup d'initiatives autour de ça. Donc, il y a beaucoup de noms là. Vous allez voir, si vous étiez dans le vieux Rufisque, vous allez voir tellement de types de noms bizarres même souvent. Donc, oui, donc, ça, il y a un projet. La place Gabar, ce n'est plus la place Gabar, c'est la place Alégué Diop. La Maison des Arts, on va l'appeler on va lui donner un autre nom, au nom de fils de Rufisque ou du Sénégal, et ainsi de suite. Non, ce processus est en cours. Là, il n'y a pas de doute. Vous êtes en train d'effacer l'histoire. En quelque sorte, je termine parce que vous avez parlé de Nantes avec la coopération décentralisée. Vous ne pouvez pas espérer quelque chose des Français, des Nantais, et en même temps débaptiser les noms qui portent, qui sont leurs aînés ou leurs arrière-grands-parents. Ça n'a pas de cohérence. Non, non, ce n'est pas à ce niveau. Ça se joue. Pourquoi? Je vais être très simple. Encore qu'au niveau de la coopération, c'est donnant-donnant quand même, nous avons des choses à... Ce n'est pas d'une coopération, ce n'est pas de l'assistanat. L'autre chose, c'est que, oui, il a dit, il y a des gens qui ont été de la métropole, qui peut-être qui ont joué des rôles importants dans la ville. Ah non, il ne faut pas être dans cette... Vous ne dites pas France dégage, vous? Je pense même que c'est ce qu'ils disent, France dégage, c'est une forme de France dégage qu'ils disent. C'est une forme de condescendance, de respect. Non, mais c'est cette forme-là, personne n'en veut. Et puis, on n'est même plus dans cette ère-là. Donc, la compréhension que j'ai de ça. Très bien. Ouais. C'est ça. On aurait pu encore continuer à parler de Rufisque, tellement c'est passionnant, mais il nous reste quelques minutes. Vous étiez un proche de Khalifa Sall. Dans Tahaou. Vous l'avez quitté. Pourquoi? Très simplement. Oui, c'est un ami. J'apprécie beaucoup. Moi, je n'étais pas un ancien du Parti socialiste, mais je l'ai beaucoup apprécié quand il était maire de Dakar. Je le conseillais quelquefois. J'ai beaucoup apprécié le travail qu'il faisait comme maire de Dakar. Moi, j'aime bien l'aspect citoyen. Et donc, vous avez vu, je n'ai pas créé un parti politique, j'ai créé un mouvement citoyen. Donc, j'ai une perception très différente. Tahaou, ce n'était pas un parti politique. C'est une plateforme dans laquelle tu vois des anciens du Parti socialiste, des gars comme des mouvements citoyens comme moi, qui avaient une perspective, qui ne sont pas des politiciens professionnels, qui ne sont pas des carriéristes politiques. Non, pas du tout. Je suis quitté pour une raison très simple. Moi, j'ai battu campagne au présidentiel avec lui. J'ai beaucoup travaillé. Je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est après,
les présidentielles, c'est terminé. Les Sénégalais massivement ont porté leur choix sur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le Taxawu et Pastef ont été ensemble plusieurs années. On est dans les mairies ensemble. On était à l'Assemblée ensemble. Moi, jusqu'à présent, dans mon bureau municipal, je fais marcher la ville avec Pastef. On a signé la charte de la gouvernance ensemble. Un président de la République plébiscité par les Sénégalais, dont le projet n'est pas, dont beaucoup d'aspects du projet ont été presque partagés avec nous. Je ne comprends pas qu'on aille dans les élections législatives, qu'on se dit, notre attitude doit être d'aller nous allier avec Benno, parce qu'on est de l'opposition pour les contrer. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est de la politique politicienne. Je ne vois pas la politique de cette manière. Pour revenir à ce que... Vous avez choisi donc le camp des vainqueurs. Je sais pas, vous savez, j'ai choisi notre camp naturel. Pourquoi? Moi, je suis maire depuis 2022, avec Yewwi. Je suis le patron de Yewwi dans le département du Fils. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans Yewwi? Pastef, PUR, ainsi de Taxawu. J'étais à l'Assemblée. Vous avez parlé de l'Assemblée. J'étais avec qui? Ensemble. On travaille ensemble. On avait dit au présidentiel, chacun y va. On s'attendait, tout le monde s'attendait à ce que quelqu'un... Il peut y avoir 4 présidents de la République. Un président a été choisi. Ce qui est incohérent, c'est tout de suite de se dire, il faut aller nous opposer à ce président, mais en nous alliant avec... Mais si, quand même, comment on peut comprendre que Oumar Cissé, le Vision, ayant combattu pendant 12 ans le président Macky Sall et le Benno, puisse s'allier avec eux pour combattre le passé? Pourquoi? Et surtout que, moi je le dis, je le répète, qu'est-ce que le passé fait? Le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? La réduction des comptes. Qui est surpris? Revoir les contrats miniers, les contrats publics. Qui doit être surpris? Revoir le bradage foncier et du patrimoine. Qui doit être surpris? Revoir la question des dépenses fiscales. Qui doit être surpris? Personne ne doit être surpris. Vous pensez qu'on peut redresser ce pays sans passer par ces étapes-là? C'est pourquoi je le dis, mais moi je veux qu'on ait une attitude citoyenne. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est fait et qui est bon pour les Sénégalais, il faut l'appuyer, le renforcer, l'accompagner. Ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu le rapport de lui, le rapport des comptes? J'ai vu. Ce qui m'a beaucoup gêné, c'est quand certains... Bon, il y a des polémiques quand même. Non, mais je vais être très clair à ce niveau-là. Mais, Hassan, moi, je cite uniquement quelques aspects. 2500 milliards de dépenses de dette bancaire. Une bonne partie de dépenses qui ne sont pas couvertes sur le plan budgétaire. Des emprunts en dehors de la... Moi, j'étais ancien député en dehors de la loi des finances. Des emprunts non reversés. La question des DAT, on a 141 milliards qui ne sont pas encore reversés. Ou bien les DAT qui sont cassés, qui ne sont pas encore reversés. Mais quand même. Et surtout, faisons attention sur l'argument. L'argument de dire la Cour des comptes a validé les lois de règlement. La réponse est très simple. La loi organique qui institue les lois de finances, elle est de 2011. Dans les lois de finances, il y a compris les lois de règlement. En 2012, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas sorti la loi sur le code de transparence de la gestion des dépenses publiques. C'est sur la base de cette loi de 2012 qu'il faut un audit des finances publiques à chaque mandat. Cet audit, ce rapport d'audit audité par la Cour des comptes. Donc si on était sûr que le fait de se prononcer sur la loi de règlement suffit, pourquoi voter ce code de transparence de 2012? C'est ton nom. Et en plus, moi j'ai lu, je donne un exemple. J'ai relu par exemple la loi de règlement de 2019. Une loi de règlement, c'est une loi de finances. Qu'est-ce que la Cour fait par rapport au projet de loi de règlement avant qu'elle n'aille à l'Assemblée nationale? La Cour produit un rapport d'exécution des lois de finances et une déclaration générale de conformité entre les comptes de l'ordonnateur et les comptes des comptables publics. Ces deux documents, pour 2019 et la loi de règlement, je les ai bien lus. Je te signale que même dans la déclaration générale de conformité, on voit bien que sur les aspects, un aspect, quand on dit qu'elle a tout confirmé, la Cour dit
le compte de l'ordonnateur ne sont pas conformes au compte des contrats publics. D'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que, on ne lit pas tout ce qu'ils produisent. Oui, ça veut dire, bon, je vous coupe pas, ça veut dire également que, à vous entendre parler, vous avez déposé armes et bagages au PASTEF. Vous êtes vraiment l'avocat. Non, pas du tout. Je dis ce qu'ils font. Je le demande, je donne. La question est la suivante. Est-ce qu'ils sont irréprochables actuellement? Ah, mais vous avez vu quelqu'un qui est irréprochable dans la vie? Vous ne l'êtes pas, moi je ne suis pas. Quels sont leurs défauts, en fait, le pouvoir là? C'est trop tôt, on le verra. Mais il n'y a pas encore de défaut. Attends, laisse-moi te... Par exemple, je vais plus loin. Pour vous dire que je suis d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire, je vais plus loin. Mais rappelle-toi ma dernière intervention à l'Assemblée. Qu'est-ce que je disais? C'était à l'occasion de la dernière séance de la 14e législature. Qu'est-ce qu'il y avait? Le pouvoir passé avait amené le vote de la loi. Je vais dire ce que je ne veux pas qu'il fasse. Je vais y revenir, je vais terminer par ça. Non, je termine par ça. L'émission est finie. Mais je vais dire ce que je ne veux pas qu'il fasse. Mais d'abord, je dis, qu'est-ce que je disais? Il faut voter la suppression de HCCT, du Conseil économique environnemental, parce que ça fait 5 mois qu'ils sont au pouvoir. Mais je le dis que, naturellement, ils vont aller rationaliser les agences, c'est ce qui a été annoncé. Naturellement, ils vont aller encadrer les fonds politiques. Les fonds, pour moi, il ne faut pas rêver. L'usage qu'on faisait des fonds politiques, l'ordre arabe, mais les fonds politiques, vous voyez un État qui peut fonctionner sans fonds politiques, mais il faut les encadrer. Tu sais pourquoi il faut les encadrer? Si tu les encadres très bien, tu enlèves le côté haram de ce qu'ils font. Le fait qu'on puisse l'utiliser à n'importe quelle utilisation. Ça, c'est ma dernière intervention à l'Assemblée. Oui, pour terminer, ce que je ne voudrais pas qu'ils fassent. Par exemple, je prends le cas de l'Assemblée. Je dis, en tout cas, faites tout pour les députés passifs, les députés qui sont élus de la liste passive, avant d'arriver à l'Assemblée, on les a regroupés pour dire d'assumer le rôle de député. Ça, c'est essentiel. Je le dis, quel que soit ce qu'ils arriveraient, c'est des députés du peuple. Qu'ils assument entièrement, c'est le conseil que je leur donne. D'accord. Et qu'ils se respectent tous en tant que députés, qu'ils respectent les dignités de tous les députés. Et ça, c'est essentiel. C'est vraiment une situation que je voulais dire. Malheureusement, le temps imparti est fini. On aura d'autres occasions pour développer, en particulier pour Rufus. En tout cas, bonne chance et bonne suite pour la magistrature. Donc, premier magistrat que vous occupez pour Rufus. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, Hassan. Merci infiniment. C'est vrai que parler de Rufus, c'est toujours avec beaucoup de passion. Passion, oui, c'est ça. Merci. C'est normal, c'est une ville aussi qui mérite toute cette passion-là. Mais je disais que dans 2 ans, vous allez venir à Rufus, vous allez voir que la ville pourra changer. Merci beaucoup. Et bon dimanche.